Tenez-vous prêts, car l'un des volcans les plus actifs du Pacifique pourrait entrer en éruption d'un moment à l'autre. Les chercheurs qui scrutent le mont sous-marin Axial, un immense réservoir de lave, non loin des côtes de l'Oregon, estiment qu'il pourrait se manifester à tout instant, d'aujourd'hui jusqu'au début de 2026. Bien que totalement immergé, ne vous laissez pas abuser par le couvert de l'océan. Ce colosse atteint presque 3 fois la hauteur de l'Empire State Building. À mesure qu'il se dilate, tel un soufflet prêt à déborder dans une cuisine étoilée, les scientifiques frémissent d'anticipation, au point de préparer une retransmission en direct de l'éruption. Oui, vous avez bien entendu. Voici ce qu'il faut savoir. Si ce volcan est sur le point de se manifester, c'est parce qu'il gonfle à une vitesse préoccupante. Ces derniers mois, les scientifiques ont observé un soulèvement du plancher océanique, comme si Axial imitait maladroitement un matelas à eau rempli de roches en fusion. Ce phénomène, qu'ils nomment inflation, n'a rien à voir avec les excès d'un repas de fête. En langage volcanologique, cela signifie que du magma s'accumule sous la croûte, provoquant un renflement inquiétant du fond marin, analogue à un soufflet sur le point de s'affaisser. Une éruption volcanique sous-marine ne vous paraît peut-être pas si spectaculaire. Pourtant, c'est dans les abysses que la majorité de l'activité volcanique terrestre se produit. Croyez-le ou non, plus d'1 million de volcans sommeillent actuellement sous la surface des océans, déversant silencieusement leur lave. Le plancher océanique constitue le plus vaste foyer volcanique de notre planète. Ce qui confère au mont Axial un attrait si particulier, c'est la rigueur avec laquelle il est surveillé, sans équivalent parmi les volcans sous-marins. Il s'apparente à la vedette d'un programme de télé-réalité géologique, observé par un réseau sophistiqué d'instruments disposés sur le fond marin, transmettant en temps réel des données sur les flux magmatiques, les secousses telluriques et les déformations de la croûte terrestre. Le mont Axial héberge en effet le tout premier observatoire volcanique sous-marin jamais établi. Depuis les années 90, les scientifiques y ont installé des capteurs qui transmettent en continu des informations précises en provenance directe des profondeurs. Nulle part ailleurs une telle surveillance n'a été mise en œuvre, faisant de ce volcan un phénomène de la géologie contemporaine dont les comportements sont observés avec une précision hors du commun. Axial, en plus d'être actif, est d'une prévisibilité presque comique. Ces éruptions suivent un rythme d'environ 10 ans, 1998, 2011, 2015, et, fidèlement à ce cycle, il semble se préparer pour la suivante. À la mi-2024, son gonflement égalait presque celui observé avant sa dernière éruption, ce qui signifie que le compte à rebours est lancé. Les chercheurs, certains de ce calendrier, ont même mis en place un calendrier de lavande volcanique, en attendant qu'Axial entre de nouveau en scène. Mais attention, le mont sous-marin Axial n'a rien d'un volcan sous-marin banal. Il affiche une allure singulière, une personnalité marquée, et une géologie qui défie les conventions. Là où la plupart des monts sous-marins présentent des silhouettes coniques ou légèrement bombées, celui-ci arbore une caldeira étonnamment rectangulaire, un cratère de 3200 sur 8000 mètres, comme s'il avait été tracé à la règle par un géologue désireux d'en finir avec les courbes. Tandis que ses homologues misent sur des contours arrondis, Axial revendique une esthétique plus avant-gardiste. La caldeira d'Axial est également constellée de fentes, d'évents, de canaux de lave et d'étranges structures en dôme s'élevant à plusieurs centaines de mètres. Le tout compose une sorte de couronne géométrique et fantasque, bien loin du couvre-chef sphérique habituellement associé au volcan. Par ailleurs, l'emplacement du mont Axial représente un véritable carrefour d'intensité géologique. Il est implanté exactement là où deux puissantes dynamiques terrestres se rencontrent. D'une part, il repose sur la ride Juan de Fuca, une chaîne sous-marine née de la séparation progressive de deux plaques tectoniques, à la manière d'une fermeture éclair qui s'ouvre lentement. D'autre part, il surplombe le point chaud de Cobb, une remontée de magma en provenance du manteau profond, qui agit comme une machine à espresso souterraine, injectant de la roche en fusion dans la croûte et alimentant toute une succession de volcans. Pour dire les choses simplement, c'est comme si deux plaques tectoniques, partenaires de danse maladroits, glissaient l'une loin de l'autre pendant que le point chaud de Cobb, tel un DJ souterrain, montait le son en propulsant le magma. Cette double influence génère un réseau de conduits complexes au sein du volcan, où les chambres magmatiques se remplissent, se vident et se déplacent selon des schémas encore mal compris. La rivalité entre l'écartement des plaques et l'afflux de magma confère à Axial une signature géologique unique et explique pourquoi il ne cesse de nous surprendre. Ainsi donc, le sommet d'Axial ne se résume pas à un simple cratère. C'est en réalité en son cœur que le spectacle devient plus étrange encore et, disons-le, nettement plus brûlant. Le volcan abrite des cheminées hydrothermales appelées fumeurs noirs.
qui projettent de l'eau à des températures dépassant les 370 degrés Celsius. Il ne s'agit pas d'un simple jacuzzi sous-marin. Ces évents façonnent l'un des milieux les plus extrêmes de la planète, où des organismes déroutants prospèrent dans une obscurité totale et une chaleur suffocante. Dans ces panaches saturés de minéraux vivent de gigantesques vers tubicoles, des crabes, des colonies bactériennes et même des pieuvres. Ces écosystèmes sont totalement indépendants du soleil et de la photosynthèse. On y découvre un monde semblable à un paysage extraterrestre, dissimulé sous les vagues et alimenté par le souffle ardent du volcan. Ces communautés abyssales présentent un intérêt scientifique majeur, non seulement en raison de leur étrangeté, mais surtout parce qu'elles pourraient ressembler aux tout premiers écosystèmes apparus sur Terre. Certains chercheurs supposent que la vie elle-même aurait émergé dans des environnements hydrothermaux semblables, il y a plusieurs milliards d'années. Les étudiés pourraient également orienter la recherche de formes de vie sur des lunes glacées comme Europe ou Encelade, où des structures analogues pourraient exister sous la glace. Lorsqu'Axial entre en éruption, se produit un véritable redémarrage naturel. La lave éradique tout sur son passage. Pourtant, quelques mois suffisent pour que la vie reprenne ses droits, démontrant que même dans les environnements les plus hostiles, la demande en immobilier ne faiblit pas. Quant à ceux qui redouteraient tant des tsunamis ou des désastres côtiers, qu'ils se rassurent, les éruptions d'Axial ressemblent davantage à une cuisson lente qu'à une explosion. La pression colossale exercée par l'eau tempère toute violence, brûlante, certes, mais contenue. Le pire qui puisse arriver, c'est que de la lave vienne tapisser le fond marin, et que quelques crabes doivent déménager. Aucun nuage de cendres, aucune détonation spectaculaire ne menace la surface. La lave s'épanche tranquillement et peut parcourir plusieurs kilomètres sous la mer. Pour les scientifiques, cette éruption représente une opportunité précieuse. Comprendre les cycles d'Axial pourrait permettre de prédire d'autres éruptions, même sur Terre. De plus, ces écosystèmes étranges donnent des indices sur la survie possible de la vie ailleurs dans l'univers. Pas mal pour un volcan qui semble surtout reposer là, avec sa forme rectangulaire. Pourtant, l'activité du volcan ne passe pas inaperçue. Elle se traduit par des milliers de minuscules séismes chaque jour. Oui, des milliers. Comme si la montagne elle-même gémissait et craquait, prête à éclater. Nous ne sentirons rien, bien sûr. Mais ces secousses aident les chercheurs à suivre les mouvements du magma et à comprendre le cycle éruptif. L'un des éléments les plus fascinants de ce récit, c'est que les scientifiques se préparent à retransmettre en direct la prochaine éruption d'Axial. Imaginez observer en temps réel un volcan sous-marin déversant de la lave fraîche sur le plancher océanique. C'est une place au premier rang pour un feu d'artifice naturel, à près d'un quart de lieue sous les mers. Cette retransmission sera rendue possible grâce à l'initiative des observatoires océaniques, qui gèrent un réseau de câbles à fibres optiques reliant directement les capteurs du mont Axial à la terre ferme. Une sorte de connexion Wi-Fi des grands fonds, prête à diffuser de la roche en fusion en haute définition. Autre fait intrigant, les scientifiques ont remarqué un curieux motif dans les éruptions d'Axial. Les trois plus récentes, en 1988, 2011 et 2015, se sont toutes produites entre janvier et avril, lorsque la Terre commence à s'éloigner du Soleil. Pourquoi cette coïncidence? Il pourrait s'agir de l'influence gravitationnelle de la Lune. En effet, son orbite provoque les marées océaniques qui font varier la pression exercée sur le fond marin, ce qui pourrait pousser la chambre magmatique jusqu'à son point de rupture. Ainsi, la Lune ne serait pas qu'une lumière romantique dans le ciel nocturne, mais aussi la plus subtile des entremetteuses volcaniques. Une certitude demeure. Lorsque l'Axial entrera en éruption, ce sera l'éruption sous-marine la mieux documentée jamais observée. Restez donc attentifs, car ce spectacle naturel vaudra vraiment la peine d'être suivi. Et qui sait, avec un peu de chance, nous aurons même droit à un ASMR d'éruption abyssale. Maintenant, si vous me permettez, je vais rafraîchir le flux en direct comme un fan attendant fébrilement la vente des billets de Taylor Swift. Le 26 janvier 1700, l'un des plus grands séismes de l'histoire a frappé la côte ouest des États-Unis. D'une magnitude de 9, il figure parmi les 10 séismes les plus puissants jamais enregistrés. Ce tremblement de terre a déclenché un tsunami gigantesque et a modifié à jamais le littoral, du sud de la Colombie-Britannique jusqu'au nord de la Californie. À l'époque, la région était peu peuplée. Cependant, grâce à des recherches minutieuses, les scientifiques ont pu reconstituer avec précision ce qui s'est passé ce jour-là, en examinant d'anciens registres géologiques, des cernes d'arbres et même certains documents historiques japonais. Le jour même du séisme, un tsunami gigantesque a également frappé la côte est du Japon.
Pendant longtemps, personne n'a fait le lien entre ces deux événements, mais dans les années 1980 et 1990, des chercheurs ont réalisé que le tsunami du Japon avait été causé par le tremblement de terre du nord-ouest Pacifique. Ils ont également pu déterminer la date exacte, le 26 janvier 1700. Et ils ont même trouvé de vieux arbres sur la côte de l'État de Washington, qui avaient tous péri vers l'hiver 1700, ce qui correspondait parfaitement à la date du tremblement de terre. Le séisme provenait de la zone de subduction de Cascadia, une faille où la plaque Juan de Fuca glisse sous la plaque nord-américaine. Cette faille s'étend sur environ 1525 km, du nord de l'île de Vancouver, en Colombie-Britannique, jusqu'au cap Mendocino, en Californie. La pression exercée par les plaques en mouvement s'accumule au fil du temps, et tôt ou tard, un autre séisme dévastateur frappera cette région. Ce n'est qu'une question de temps. En examinant les archives géologiques, les dépôts laissés par les tsunamis passés et les signes de changement du niveau du sol, les scientifiques peuvent déterminer la fréquence de ces séismes de grande ampleur. Les responsables des plans d'urgence se préparent au prochain grand événement, qu'on appelle souvent le Big One. Les scientifiques estiment que les séismes dans la zone de subduction de Cascadia se produisent tous les 200 à 1000 ans. Et comme le dernier séisme majeur remonte à plus de 300 ans, le nord-ouest Pacifique devrait en subir un autre prochainement. Lorsqu'il se produira, il devrait être aussi puissant que celui de 1700. Mais cette fois-ci, il touchera environ 15 millions de personnes. Les dégâts seront considérables. Des bâtiments s'effondreront, des routes et des pistes d'atterrissage se fissureront, et des ponts s'écrouleront. Les communications avec l'extérieur seront coupées. Mais le pire dans tout cela, le séisme déclenchera un tsunami gigantesque qui pourrait frapper certaines parties de la côte de Washington en moins de 10 minutes. La question n'est pas de savoir si la zone de subduction de Cascadia va se rompre, mais quand. Lorsque cela se produira, ce sera la pire catastrophe que les États-Unis aient jamais connue, pire que l'ouragan Katrina ou la supertempête Sandy. Une zone immense sera touchée, du sud de la Colombie-Britannique jusqu'à l'Oregon et au nord de la Californie. Cela signifie que des millions de personnes seront affectées. Fairchild est considérée comme une zone de rassemblement secondaire, en cas de catastrophe naturelle, la principale étant l'aéroport international de Grant County à Moses Lake. Pour ceux qui survivront au séisme et aux tsunamis initiaux, il se peut que les suites de l'événement soient tout aussi désastreuses. Des répliques suivront et les transports seront paralysés. Les routes seront endommagées ou complètement bloquées. Les aéroports seront fermés et la plupart des axes principaux, comme l'autoroute Interstate 5, verront leurs ponts détruits. Cela signifie que l'approvisionnement en nourriture et en eau sera coupé et qu'il sera extrêmement difficile pour les secours d'arriver sur place, ou pour les personnes de s'échapper. Les gazoducs seront très probablement endommagés eux aussi, et leur réparation pourrait prendre de quelques jours à l'intérieur des terres à plusieurs semaines, voire plusieurs mois, le long de la côte. Les coupures d'électricité seront généralisées dans un rayon de 160 km autour de la côte, dans toute la région du nord-ouest Pacifique, et l'approvisionnement en eau pourrait être interrompu pendant 3 à 7 mois. Même les télécommunications seront coupées pendant 2 à 3 mois dans cette zone, mais aussi en Alaska et dans certaines parties de l'Asie de l'Est. La bonne nouvelle pour l'Est de l'État de Washington est qu'il sera en grande partie épargné grâce aux barrières naturelles. Le tsunami pourrait toucher les gorges du Columbia, mais il perdra rapidement de sa puissance en raison d'un banc de sable sous le fleuve. La chaîne des cascades absorberont une grande partie de l'impact du séisme, de sorte que l'Est ne le ressentira pas aussi fortement. Et comme cette zone de l'État de Washington ne sera pas aussi durement touchée, c'est à elle qu'il reviendra de gérer les conséquences du séisme. Cela signifiera aider l'ouest de l'État, accueillir les réfugiés des zones détruites, et acheminer les secours là où ils seront nécessaires. Les scientifiques ont étudié d'autres séismes majeurs de magnitude 8 à 9, comme ceux du Chili en 1960, de l'Alaska en 1964, de Sumatra en 2004 et du Japon en 2011. Ce type de séisme peut faire trembler le sol pendant 6 à 10 minutes, ce qui est très long. Ces séismes sont extrêmement violents car ils se produisent près de la surface de la Terre. Il ne s'agit donc pas d'une secousse rapide, mais d'une secousse longue et forte qui peut causer d'importants dégâts. Si le séisme et le tsunami de Cascadia se produisaient demain, plus de 13 800 personnes pourraient perdre la vie et environ 107 000 personnes pourraient être blessées. Les pertes économiques dans les États de Washington, de l'Oregon et de Californie
pourrait en dépasser les 70 milliards de dollars. Pour mettre ces chiffres en perspective, nous pouvons les comparer à ceux d'autres séismes majeurs. Lors du tremblement de terre de 1960 au Chili, environ 1650 personnes ont perdu la vie. Le séisme de 1964 en Alaska a fait environ 140 victimes. Le tremblement de terre et le tsunami de 2004 à Sumatra ont coûté la vie à environ 280 000 personnes. Et le tremblement de terre et le tsunami de 2011 au Japon ont fait plus de 20 000 victimes. Les autorités connaissent les dangers de la faille de Cascadia. Cependant, malgré toutes les mesures prises, personne ne peut prédire avec certitude ce qui sera nécessaire lorsque le grand séisme frappera. Immédiatement après le séisme et le tsunami, les zones situées en dehors de la zone sinistrée immédiate ne pourront pas apporter beaucoup d'aide, car les routes et les aéroports seront détruits et les ressources seront limitées. Comment pouvons-nous faire face à ce type de catastrophe et à ses conséquences? Nous n'avons pas encore toutes les réponses. Pour l'instant, concentrons-nous sur la zone de subduction de Cascadia. Il s'agit d'une immense faille qui s'étend sur environ 1000 km, de l'île de Vancouver au cap Mendocino en Californie, à environ 150 km au large des côtes. C'est comme si une plaque tectonique glissait lentement sous une autre. Lorsque les plaques sont proches de la surface, à environ 30 km de profondeur ou moins, elles se bloquent à cause de la friction, un peu comme lorsque l'on pousse deux pierres l'une contre l'autre. Au fil du temps, cela crée une forte pression. Lorsque la pression devient trop forte, les plaques glissent, provoquant un tremblement de terre de grande ampleur. C'est ce qu'on appelle un séisme de méga-subduction, qui peut être très violent. Sous la zone où les plaques sont coincées, il existe une zone où les plaques se déplacent très lentement. On parle de quelques centimètres tous les quelques mois. Ce mouvement lent permet de libérer une partie de la pression, mais il augmente également la pression sur les parties de la faille qui sont encore coincées. Cela signifie qu'avec le temps, les risques d'un tremblement de terre majeur augmentent. Ces séismes importants, qu'on appelle grands séismes de zone de subduction, peuvent atteindre une magnitude supérieure à 8,5. Les méga-séismes sont les plus grands séismes qui puissent se produire. Ils peuvent dépasser une magnitude de 9, ce qui est incroyablement puissant. Pour vous donner une idée, un séisme de magnitude 9 libère 1000 fois plus d'énergie qu'un séisme de magnitude 7 et 1 million de fois plus qu'un séisme de magnitude 5. Ces séismes se produisent lorsqu'une forte pression s'accumule dans une partie de la faille qui est bloquée, ce qui signifie que les plaques ne peuvent pas se déplacer les unes par rapport aux autres. Lorsque cette pression devient trop forte, la faille finit par se rompre, libérant toute l'énergie accumulée en une seule secousse massive. La zone de subduction de Cascadia est extrêmement longue. C'est pourquoi, si elle venait à se rompre d'un seul coup, elle pourrait provoquer un tremblement de terre gigantesque. Les scientifiques ont étudié cette région et ont découvert qu'à environ 29 km sous la surface, la faille est complètement bloquée. Les plaques ne glissent pas les unes sur les autres à cet endroit, mais plus en profondeur, les plaques commencent à glisser plus facilement, ce qui réduit les frottements. C'est important car cela nous indique la quantité de tension qui s'accumule dans